Je me suis intéressé à la symbolique gestuelle à partir d'un événement que je vais vous narrer, que je vais vous raconter parce qu'il est amusant. Je travaillais dans un centre de recherche universitaire et j'avais initié un cycle de conférences pour des gens qui avaient le temps entre midi et 1 heure de venir manger leur sandwich dans ce centre. Et un jour, j'ai fait une conférence sur le poids. Donc sur les kilos, en trop les kilos superflus. Et à mon grand étonnement, j'ai eu au moins 40 ou 50 personnes, là où j'en avais 5 ou 10 en général. Et évidemment, j'étais ravi de voir tellement de monde et j'ai fait une conférence extraordinaire ce jour-là. Et les gens m'ont applaudi. Et au moment où ils m'applaudissaient, comme je suis un observateur monomaniaque pratiquement, au moment où ils m'ont applaudi, j'ai remarqué que certains applaudissaient comme ça, très peu d'ailleurs, quelques-uns, et puis beaucoup applaudissaient de cette manière-là. C'est-à-dire que, je vais vous dire comment on l'explique, ça c'est papa et ça c'est maman. Donc quand papa frappe maman, ça veut dire que la main droite frappe la main gauche. Quand maman frappe papa, c'est la main gauche qui frappe la main droite. J'en ai parlé avec un collègue, en fait un psychiatre du centre, qui m'a dit c'est normal, ce sont les gauchers et droitiers. J'en étais pas vraiment persuadé, ce qui fait que la conférence suivante, il y avait moins de monde bien entendu, puisque c'était plus les kilos, j'ai demandé aux gens d'applaudir. J'avais 3 personnes qui ont applaudi comme ça, et il y avait une dizaine de personnes qui ont applaudi de cette manière-là. Je leur ai demandé à ceux qui applaudissaient dans le mode maman frappe papa, s'ils étaient gauchers, non, ils étaient droitiers. Et j'avais les gauchers dans l'autre mode. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la gestuelle, parce que c'était en fait un refrain gestuel invariable. Si vous applaudissez derrière votre écran là, vous verrez que vous applaudissez toujours de la même manière. Soit papa frappe maman, soit maman frappe papa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une salle avec un public face à un performeur, face à quelqu'un qui fait par exemple un show de stand-up, dans le comique par exemple, vous aurez beaucoup de gens qui vont applaudir de cette manière-là et très peu qui vont applaudir de cette manière-là. Or, ce sont eux les prosélytes. Ceux qui applaudissent sur le mode maman frappe papa sont des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui sont de très bons publics et sont en général ceux qui entraînent les autres. C'est la minorité qui entraîne la majorité, alors que ceux-là, les critiques, on les appelle les critiques, les applaudisseurs critiques, sont généralement beaucoup plus difficiles à convaincre, beaucoup plus difficiles à enthousiasmer. Sachez aussi qu'il existe une troisième manière d'applaudir, qui est celle-ci, et qui est la manière dont applaudissent les enfants, c'est l'applaudissement de l'enthousiasme, évidemment. Depuis quand s'intéresse-t-on aux gestes et donc aux attitudes? On appelle ça les GPM, gestes, postures et mimiques, dans la vie professionnelle. Je pense qu'on s'y intéresse depuis des années. Alors, le premier qui s'y est intéressé historiquement s'appelle toujours d'ailleurs Desmond Morris. Il a écrit un premier livre il y a des années de cela, c'est dans les années 60 ou 70, plutôt 60 je crois. C'était Le singe nu. Certains s'en souviendront, c'est un livre absolument remarquable sur c'est un livre sur la comparaison entre les attitudes des hommes et les attitudes des animaux. Donc c'était un livre d'éthologie et d'éthologiste. Et Desmond Morris en a écrit plusieurs par la suite. Et je dois dire que c'est grâce à Desmond Morris que j'ai vraiment pris le goût à me mettre à faire des recherches dans la gestuelle. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ses ouvrages à lui. Mais il n'y a pas que Desmond Morris, il y a Paul Ekman, il y a Philippe Turchet au Canada, il y a en Australie vous avez Alan et Barbara Pease qui sont également des experts de la gestuelle. On n'est pas très nombreux en fait, mais il y en a quand même une bonne dizaine, disons, dans le monde. Je ne vais pas citer tout le monde. Il n'existe pas de gestes du mensonge. On les appelle gestes du mensonge, mais en réalité, ce sont des gestes de diversion. Par exemple, l'enfant qui a chippé un bonbon dans le bocal des bonbons, il va le cacher derrière son dos. Alors vous me direz, bon, ça c'est normal, et il vous dira, j'ai pas pris de bonbons. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un adulte qui est à côté de quelqu'un, on va prendre par exemple Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui est à côté de Jacques Chirac, ces deux-là ne s'entendaient absolument pas du tout. Et chaque fois que Jean-Pierre Raffarin était à côté de Jacques Chirac, il cachait un bras dans le dos, qui était le bras droit, bien sûr. Et si vous vous souvenez dans le métro, si vous passez de temps en temps dans le métro, vous vous souviendrez d'une affiche d'un monsieur qui cache un poignard derrière son dos et qui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Et en fait, c'est ça le sens de ce bras caché dans le dos. Donc c'est une façon
de cacher la vérité. Donc la vérité étant qu'il a envie de planter un couteau dans le dos de Jacques. Il avait envie de planter un couteau dans le dos du président. Quels sont les gestes de la séduction? Il y a plein de gestes de la séduction. Je vais vous en parler. Je vais vous parler d'un geste qui est quand même très important et qu'on voit très souvent. C'est celui-ci. Regardez, je mets mes index en érection, côte à côte, je croise les doigts, je pose mes coudes en appui sur une table ou sur n'importe quel support et je les mets en travers de ma bouche. Ce geste-là a plusieurs significations. Dans le cadre de la séduction, si c'est une femme qui le fait en regardant un homme sur une terrasse au printemps à la dérobée, par exemple, si vous êtes, vous l'homme, et qu'une jolie femme vous fait ce geste, ça veut dire j'ai envie de toi, fondamentalement. Même si elle ne se rend pas compte qu'elle a envie de se rapprocher, d'avoir, et plus si affinité, bien sûr, de se rapprocher de la personne que vous êtes. Si par contre c'est un garçon qui vous fait ça, ou un homme qui vous fait ça, et vous êtes un homme, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, vous êtes en train de discuter, et il vous fait ce geste, et ça veut dire je te ferai un enfant dans le dos. Soit il est peut-être homosexuel, pourquoi pas. Maintenant, et vous lui plaisez bien sûr. Maintenant, si c'est une femme ou si c'est un homme qui le fait à une femme, c'est la même chose. Quand il y a un rapprochement possible, sauf dans les cas de discussion d'affaires. Même si vous avez une très jolie femme en face de vous et qu'elle vous fait elle vous êtes en train de discuter affaires et elle vous fait elle reproduit donc ce geste particulier. Sachez que c'est pas forcément parce que vous lui plaisez, c'est peut-être aussi parce qu'elle a envie de tirer des avantages de vos très bonnes dispositions ou elle essaye de vous rouler tout simplement, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Le niveau de doute se mesure à la rotation de la tête quand on est face à quelqu'un. Si vous tournez légèrement la tête vers la droite, vous êtes plutôt offensif. Si vous tournez légèrement la tête vers la gauche, vous êtes plutôt fugueur, quoi. Et donc vous êtes plutôt en situation de doute, tout simplement. Alors, concernant la manipulation, j'ai écrit un livre sur les gestes de la manipulation. Et évidemment, je ne peux pas vous reproduire ces gestes, sauf que, bon, ça c'est un geste de manipulateur, ce que je suis en train de faire. Vous voyez, j'en parle et puis ça me vient tout seul. C'est le croisement des doigts et les pouces marionnettes, on appelle ça, les pouces qui se rejoignent à tout moment. Et ça, vous en avez toute une série, par exemple, des experts qu'on interroge en télévision et qui sont là à vous faire, comme je viens de le faire d'ailleurs, qui font semblant de savoir ce qu'ils ignorent et qui ignorent superbement ce qu'ils devraient savoir. Vous avez des gens qui font des ancrages du poignet, les ancrages de l'empan de la main, l'atémie, les ancrages de l'avant-bras, le gauche ou le droit, qui vont ancrer le coude aussi. Alors ils vont ancrer le coude comme ça ou ils vont l'ancrer de cette manière, sachant que ce coude, les coudes ont un sens symbolique. Vous avez de toute façon, toutes les attaches importantes du corps, les genoux et les coudes, sont des attaches de pénalisation. Quand on se casse le coude, quand on a un épanchement de synovie, c'est qu'on est en situation d'échec en général sur le plan psychologique. Il y a donc une origine psychogène à ce genre de problème, comme il y a une origine psychogène à énormément de nos affections ou de nos troubles dysfonctionnels, bien sûr, donc tout ce qu'on appelle les troubles psychosomatiques. Il y a un ancrage que je trouve très intéressant parce qu'il permet de savoir, par exemple, dans une compagnie de soldats, ceux qui sont aptes à aller au front et ceux qui ne sont pas aptes à aller au combat, je veux dire. Et j'en ai déjà discuté avec des militaires qui m'ont sollicité donc, pour ce genre de problème. Et donc le premier, l'ancrage du poignet droit, qui est un ancrage invariable, on le fait toujours de la même manière, dans le dos principalement, indique que nous avons affaire à un soldat offensif, impulsif. Donc quelqu'un qui peut aller au combat sans être vraiment... c'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'aller au combat d'une part, mais qui sera aussi quand même prudent. Il sera aussi plus prudent que le défensif c'est pas le défensif. Le fataliste, c'est-à-dire qui ancre la main droite sur le poignet gauche, qui est aussi plus prudent, très prudent, qui est aussi qui doute énormément de ce qu'il fait, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment aller au combat parce qu'il risque d'avoir un manque de référence, un manque de référence instinctive en fait face à l'ennemi, tout simplement. Et ça a été, on est en train de le prouver. Bon, c'est une étude qui est en cours, de toute façon.
La gestuelle des femmes est très différente de celle des hommes. J'ai également écrit un livre sur ce sujet, ça s'appelle Le sexe des gestes. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire parce que j'ai fait des recherches, bien entendu. Alors, un exemple de différence gestuelle, c'est que quand un homme croise les jambes, quand un homme droitier croise la jambe droite sur la jambe gauche, ça veut dire qu'il maîtrise la situation. Quand un homme droitier croise la jambe gauche sur la jambe droite, ça veut dire qu'il contrôle la situation. Donc, pour le moment, je parle que des hommes. Maintenant, vous allez me dire, bon, mais c'est quoi la différence entre la maîtrise et les contrôles? Ben, c'est très simple. Quand vous maîtrisez un sujet, vous n'avez pas besoin de vous contrôler. Quand vous contrôlez un sujet ou vous vous contrôlez, vous ne vous maîtrisez pas. Et vous ne maîtrisez pas le sujet. C'est ça la différence sémantique entre les deux. Donc, ça c'est pour l'homme. Quand une femme, en revanche, quand une femme croise la jambe gauche sur la jambe droite, une femme droitière, elle maîtrise la situation, elle se sent à l'aise dans la situation est psychoflexible. Quand une femme droitière croise la jambe droite sur la jambe gauche, elle contrôle la situation, donc elle n'est plus à l'aise dans cette situation. Elle peut passer de l'un à l'autre, et on dit littéralement qu'elle ne sait pas sur quel pied danser. L'idéal étant de ne pas croiser les jambes. Enfin, ça, c'est toujours difficile de demander de ne pas croiser les jambes dans des situations de stress, notamment. Maintenant, si vous êtes gaucher, il faut inverser les rapports que je viens de vous donner. Donc, un homme gaucher sera à l'aise en croisant la jambe gauche sur la jambe droite et sera mal à l'aise en croisant la jambe droite sur la jambe gauche. Et de même, une femme gauchère sera à l'aise en croisant la jambe droite sur la jambe gauche et sera mal à l'aise en croisant la jambe gauche sur la jambe droite. Comment est-ce que j'ai découvert ça? C'est grâce aux émissions de Delarue, en fait, où les gens sont bien visibles. Et à force de regarder ces émissions et de regarder les mouvements, surtout les gestes, ce qu'il racontait m'intéressait pas trop, mais par contre les gestes m'intéressaient. Souvent, d'ailleurs, je regarde la télé sans le son. Hein. Donc, j'ai fini par comprendre simplement à la mimique du visage. J'ai fini par constater, je suis comportementaliste donc c'est assez normal, j'ai fini par constater que quand les femmes croisaient la jambe droite sur la jambe gauche, elles affichaient une mimique pas du tout positive dans son aspect. Et donc j'ai fait toute une série d'études sur les hommes et les femmes dans différentes situations et j'ai pu arriver à postuler, parce que c'est un postulat, donc à postuler ce que je viens de vous dire. Si vous regardez votre auriculaire gauche, c'est le doigt de la mémoire, c'est le doigt de l'enfance, c'est le doigt du passé aussi. L'annulaire gauche est le doigt de l'investissement de soi, de l'investissement affectif, le doigt des talents. Le majeur gauche est le doigt de l'estime de soi, le doigt du look, le doigt de l'image de soi. D'ailleurs, on trouve pas mal de jeunes filles adolescentes qui mettent une bague à ce doigt-là parce qu'elles ont des problèmes de look. L'index gauche, est le doigt de l'image maternelle, c'est une partie du surmoi d'ailleurs, l'image maternelle, le doigt de la jalousie et le doigt de la vocation également. N'ont une vocation que les gens qui sont suffisamment jaloux. C'est un peu long à expliquer, mais c'est très très intéressant en fait d'observer que les personnes jalouses, les personnes qui se disent jalouses, qui acceptent d'être jalouses, sont en général des personnes qui ont plus d'audace que la moyenne des gens et sont des gens qui ont une vocation. Le pouce gauche est le doigt de l'imaginaire, le doigt du fantasme, sexuel notamment. Le pouce droit est le doigt de la motivation, mais aussi de la sexualité. Le pouce, l'annulaire droit, je me trompe, excusez-moi. L'index droit est le doigt de l'image paternelle, donc le pendant de l'image maternelle qui est à gauche. C'est aussi le doigt de la maîtrise de soi, de l'affirmation de soi. Le majeur droit est le doigt de la confiance en soi. Vous aviez l'estime de soi dans le majeur gauche. Et vous avez la confiance en soi dans le majeur droit, mais c'est aussi le doigt des préjugés, le doigt de l'organisation mentale et intellectuelle. L'annulaire droit est le doigt des schémas volontaires, donc en comparaison du doigt des passions, si vous voulez, de l'investissement de soi, donc qui est l'annulaire gauche, vous avez donc de l'autre côté les schémas volontaires. Et enfin, l'auriculaire droit est le doigt de l'avenir, bien sûr, le doigt de l'ambition, le doigt de la curiosité. C'est ce qui me vient. Il y a encore d'autres choses, bien sûr. Alors, pourquoi toutes ces symboliques? Parce que il y a un exercice très marrant que vous pourriez tous faire dans votre salle de bain, en allant chercher dans votre salle de bain un pèse-personne. Vous allez mettre ce pèse-personne sur la table, dans la cuisine ou dans le salon, et vous allez vous asseoir, et puis vous allez peser avec chacun de vos doigts, de la main gauche, par exemple,
sur ce pèse-personne. Et vous allez constater que, bien sûr, le pouce est pratiquement le plus fort, alors que bon, le majeur est assez fort aussi au niveau du poids que vous allez obtenir. Mais ce qui est important, c'est de noter ces poids. Et puis vous allez faire la même chose avec la main droite, tous les doigts de la main droite. Et quand vous aurez terminé, vous allez comparer. En fait, les poids, vous allez comparer les poids de l'auriculaire gauche par rapport à l'auriculaire droit. Si le poids de l'auriculaire gauche est plus lourd et plus fort que le poids de l'auriculaire droit, ça veut dire que vous avez plus de passé que d'avenir. Si l'auriculaire droit est plus fort que le gauche, vous avez plus d'avenir que de passé. Alors c'est intéressant parce que ça fait des années que je fais ça et j'ai beaucoup vieilli, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même 63 ans. Et c'est très curieux, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de passé que d'avenir au niveau du poids. Et je le fais pas exprès, croyez-moi, je le fais de façon tout à fait honnête, rigoureusement honnête par rapport à moi-même. Je sais ce que ça veut dire, mais je trouve ça très amusant, dans la mesure où je suis droitier, donc je devrais avoir beaucoup plus de force dans la main droite. Eh bien non, c'est pas le cas. De la même façon, si je compare l'annulaire gauche et l'annulaire droit, je serai soit plus volontaire, soit plus passionnel, plus passionné. Je suis plus passionné. Bon, c'est comme ça. Si je compare le majeur gauche et le majeur droit, soit je suis quelqu'un qui a plus besoin d'avoir confiance en moi, soit je suis quelqu'un qui a plus besoin de paraître, d'avoir une bonne image aux yeux des autres, donc une estime de moi, une estime de soi. En fait, je suis plus fort de ce majeur gauche, je suis plus quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en lui pour qu'on l'estime que le contraire. De même, en ce qui concerne les index, est-ce que je suis plus quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui a une vocation, ou est-ce que je suis plus quelqu'un qui a besoin de s'affirmer? Eh bien, je ne suis pas quelqu'un qui a une vocation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai plus besoin de m'affirmer, de me maîtriser, je suis plus investi dans l'image, dans mon image paternelle, même si je suis un fils à maman, et ça je le sais, je suis quand même très investi dans mon image paternelle. De même, en ce qui concerne les pouces, est-ce que je suis plus fantasmatique ou est-ce que je suis plus motivé? J'ai plus d'imagination, ou est-ce que je suis plus motivé? Je suis en fait plus imaginaire, plus fantasmatique et moins motivé et moins sexe, bien entendu, mais ça c'est une question d'âge. Comme vous le savez très bien, quand on vieillit, eh bien le tambour avance et la baguette recule, donc forcément on ne peut pas tout avoir. Décoder les gestes dans un entretien d'embauche, ça c'est une chose qui intéresse tout le monde. On va commencer par le candidat qui est donc face au recruteur, il arrive dans la pièce, il rentre dans le bureau du recruteur, il s'assoit et puis il est dans une situation d'examen, ce qu'on appelle une situation d'exception, de stress, dans laquelle il doit se montrer le plus efficace possible, le plus dynamique possible, le plus créatif possible, pour être retenu dans les derniers candidats, bien entendu. La première chose à voir, c'est il va observer certains codes gestuels du recruteur pour savoir si oui ou non son message passe, soit il peut faire ce qu'on appelle de l'autoscopie gestuelle, c'est-à-dire observer ses propres gestes. Alors un exemple, je suis recruté, donc je suis, le candidat, et je suis face à la caméra qui est mon recruteur. Et je me sens pas bien face à cette caméra, j'ai des problèmes, je ne sais pas pourquoi, et je croise les chevilles en dessous de ma chaise, je croise la cheville droite sur la gauche. Ça veut dire que la situation est psychorigide et que je suis en train de perdre des points dans la situation. En revanche, si je me sens tout à fait à l'aise, parce que le recruteur est sympathique, parce que ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, je vais croiser la cheville gauche. La cheville gauche va retenir la cheville droite, ce qui voudra dire que je suis dans une situation psychoflexible, donc tout va bien, je peux continuer. Même chose avec le croisement de jambes dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et d'autres gestes, bien sûr, qui sont par exemple les gestes quand on pose. Vous voyez, on m'a pas mis de table, donc je peux même pas vous expliquer les choses avec une table, on va faire semblant. Voilà. Là, il y a une table, d'accord? Et je suis face à cette table et j'ai besoin de prendre un appui sur cette table. Alors, soit je mets mes mains, soit je mets mes poings, soit je mets mes poings comme ça, je mets mes poings comme ça, je mets mes mains comme ça. C'est pas bon en général. Je vais pas vous donner toutes les significations parce que ça prendrait trop de temps. Soit je vais mettre mes avant-bras. Si je mets mes avant-bras, je donnerai l'image de quelqu'un d'entreprenant. Si je mets mes mains, je donnerai l'image de quelqu'un de respectueux des règles et surtout de très fesses serrées, on va dire ça comme ça. Si je mets mes poings, je serai un peu agressif. Si je mets mes coudes, je donnerai l'impression de m'en foutre en fait, tout simplement, parce que quand on met ses coudes sur une table, c'est qu'on est fatigué.
Alors le recruteur lui-même va se retrouver dans la même situation que le candidat. Il va soit observer les gestes principaux. Alors on parle surtout des gestes principaux. On appelle ça des refrains gestuels alternatifs. Le fait de croiser les jambes, de croiser les chevilles, le fait de mettre les coudes en appui ou pas sur la table, ça sont des refrains gestuels alternatifs. Ces refrains-là vous donnent un espèce de portrait de l'humeur du candidat. Donc il aura un portrait, il aura un profil de l'humeur du candidat. Il verra aussi à quel profil appartient le candidat, ce qui est quand même très important. On parlera sans doute des profils par la suite, des profils psychogestuels, je précise. Et aussi, il peut utiliser l'autoscopie gestuelle, c'est-à-dire ressentir dans son propre corps s'il est en phase, s'il est en phase compatible avec le candidat ou pas. Parce qu'on peut très bien se trouver face à un candidat qui a toutes les compétences, qui a le profil qui correspond totalement au poste à pourvoir, et il y a des choses qui vont pas, on ne sait pas très bien quoi, et ça, on le ressent dans... Il peut y avoir, par exemple, une impatience de la jambe qui bouge tout le temps, le fait d'être hypergesticulatoire, le fait, par exemple, quand vous regardez une jolie fille dans le métro, qu'elle commence à se tripoter les cheveux dans tous les sens, c'est une réponse de stress. C'est pas ça lui plaît que vous la regardiez, au contraire, ça la dérange profondément. Par exemple, un geste qui est stressant, c'est celui-ci. Donc, quand vous êtes dans une situation de confrontation, une situation d'examen comme celle dans laquelle je suis actuellement face à cet œil de caméra, si je commence à croiser les doigts régulièrement, c'est que je suis stressé, c'est que je me sens pas bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je viens de faire d'ailleurs, c'est de mettre les mains en couverture, donc une main au-dessus de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple de code d'intention. Là, ça fait 1 heure que cette caméra m'emmerde et je vais dire, bon, ok, maintenant, on fait quoi là? Eh bien ça veut dire que j'en ai marre. Le fait c'est le geste du prisonnier en fait. Je me sens incarcéré, prisonnier d'une obligation d'être face caméra. Donc, quand vous avez un patron qui vous fait ça, vous avez intérêt à vous lever et à sortir du bureau pour ne pas l'emmerder plus longtemps, sinon vous risquez d'être dans la prochaine charrette.